Salut à toi codeuse, salut à toi codeur. Tu es bien sur la chaîne Dev to be Curious, de la communauté aussi Curious Academy. Je suis Evan Boissonneau. Et aujourd'hui, je vais te parler de qualité de code. À l'ère de l'IA aujourd'hui, ChatGPT, Devin bientôt, on nous annonce la mort du développement logiciel. Et c'est vrai que le développeur, la développeuse qui a cette fainéantise en lui, ou qui débute et qui a peur de mal faire, attention, hein, il y a les deux, va, et avait déjà, avant même l'IA, cette capacité à aller, par exemple, sur Stack Overflow, copier-coller un code et puis espérer que ça fonctionne. Bon, bah, a priori, ça marche. Combien de fois j'ai pu entendre ça en formation? Combien de fois j'ai pu entendre ça dans les entreprises que j'ai accompagnées? Combien de fois? Oui, j'ai fait ça, a priori ça marche, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne derrière. Je ne suis pas là pour jeter la pierre à toutes les personnes qui ont fait ça. Ça m'est arrivé, bien sûr, à des moments donnés, même si en fait j'ai tout le temps voulu contrôler cette tentation de dire bah ça fonctionne et puis bah c'est ok. En fait, c'est toujours difficile de se dire que on devrait tout comprendre en développement. Plus on avance et moins on peut maîtriser tout ce qu'on fait. Et pourtant, en tant que développeur, développeuse, je trouve que c'est important de maîtriser tout ce qu'on fait, puisque sinon les impacts peuvent être vraiment dommageables. Pour qui? Eh bien, quand on est sur des applications grand public, ma foi, c'est pas énorme, mais les impacts peuvent être énormes quand on va, par exemple, sur des applications qui gèrent une voiture en automatisé quasiment à 100% ou un avion. Et clairement, on peut se poser la question en fait de est-ce que le copier-coller, ce serait peut-être pas le meilleur moyen? L'IA nous développe pas en tout. Mais moi je dis attention, parce que déjà en fait, suivant le prompt qu'on va lui écrire à cette IA, eh bien on va avoir un résultat qui est totalement différent. J'en fais encore, j'ai su beaucoup de plâtre d'ailleurs, hein. J'en ai fait encore l'expérience dernièrement sur la préparation de certaines parties des formations que je peux donner. Oui, j'utilise ChatGPT pour voir si l'outil aurait pas des idées à me proposer qui me permettraient de gagner du temps, mais avec toujours l'œil critique. Et il suffit d'un mot mal formulé, il suffit de même de notions qui ont été mal engrangées par cette IA, et c'est fini, ça raconte n'importe quoi. Combien de fois j'ai pu lui dire, mais écoute, tu te gourres complètement là. Écoute là, c'est pas vrai du tout ce que tu dis. Écoute là, niveau qualité, c'est pas du tout bon. Écoute, niveau performance, ce n'est pas du tout bon. Et c'est sûr, peut-être que dans mon prompt, j'aurais dû lui demander de mettre en place un système qualitatif. Oui, mais alors, à ce moment-là, comment réussir à être très précis? Moi, je reste convaincu que c'est là où, en fait, on va apporter notre expérience et aussi notre savoir-faire, aussi, en fait, tout ce qui va faire que l'humain est là. Oui, bien sûr, l'IA peut développer une application. Oui, bien sûr, ça, j'en suis persuadé qu'elle arrivera à développer des applications à la fin comme nous remplacer. Non, en fait, j'en suis pas totalement convaincu. En fait, ça va dépendre de ce qu'on attend par application, ça dépend de ce qu'on attend en fait par outil. Évidemment qu'à l'ère du no-code, par exemple déjà, on a pu déjà automatiser beaucoup d'applications et plein d'applications n'ont pas eu besoin en fait de nous développeurs, développeuses au sens écrire du code. Et en fait, ça veut dire quoi écrire du code, hein? C'est une introduction que je fais, elle est un peu longue, hein, mais c'est vraiment cette réflexion-là. Puisque avec des pointés, des cliquets, du système événementiel, en soi on programme. Et bizarrement, on a rajouté quasiment dans les outils no code toute une partie où on va customiser le code. Et puis ça veut dire quoi? Et bizarrement, au bout d'un moment, on va arriver aux limites, puis on se dit tiens en fait j'aimerais développer ma propre application. Voilà, donc on arrive en fait exactement pareil de ce qui va se passer à l'IA, avec l'IA. Bon, je réactualiserai ce que je dirais peut-être dans 3-4 ans ou peut-être dans 2 ans. Bref. Toute cette intro pour dire que on peut apporter notre savoir-faire, on peut apporter notre différence en créant des applications de qualité. La qualité, il ne faut pas que ce soit overkill, ça ne sert à rien de faire de la qualité pour de la qualité, et encore. Des personnes, si on prenait de la qualité au sens qualité et prévention dans les entreprises, j'entends du côté humain, hein, pas du côté logiciel, eh bien on dirait que non, il faut de la qualité tout le temps, il faut de la prévention tout le temps. Puis d'autres diraient non, mais écoute, tu me saoules avec ta qualité, tu me saoules avec ta prévention, on peut plus rien faire. En fait, à chaque fois qu'on doit lever un bras, on doit penser à le positionner, machin, etc. En fait, on perd plus de temps à faire ça que d'être efficace. Et il y a ce point-là, en fait, l'efficacité. Mais quand même, moi, je tiens à rappeler qu'il y a des notions en fait qu'il est important de connaître. Ça ne veut pas dire d'utiliser tout le temps, mais ça peut faire partie des choses qui vont créer un code inhérent en fait de manière, c'est une conséquence positive à un cercle vertueux de code propre. Un exemple, eh bien, ça va être de faire de la programmation orientée objet. Oui, oui, vous m'avez entendu. Je reste convaincu que la programmation orientée objet, c'est une bonne pratique, en fait, dans la majeure partie du temps. Et ce n'est pas quelque chose qui est à renier. Hein. React, par exemple, en React 18, a abandonné quasiment, d'ailleurs, a abandonné les classes. Oui, mais on est du côté JavaScript.
Et encore que, pourquoi ça serait une mauvaise chose, en fait, de faire des classes? Angular le garde encore. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait abandonner? Non, encore une fois. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Cette phrase elle est juste horrible, mais bon, vous voyez l'idée. En fait, l'idée, ça va être aussi de centrer sur des besoins particuliers. Donc la programmation orientée objet, c'est sûr que si on l'utilise mal, eh bien, évidemment que ça fait des choses mal. Ça répond pas à tous les besoins. Tout le monde va partir actuellement, et on le voit dans beaucoup de langages, à l'arrivée de tout ce qu'on va dire des programmations fonctionnelles. C'est vrai que c'est propre, c'est vrai que ça écrit du code extraordinaire, mais en même temps, on parle de tout ce qui va être de non modifiable, hein, donc on est obligé de faire non mutable, donc de cloner tous nos objets. Waouh, niveau performance, on peut en discuter. La programmation fonctionnelle a aussi ses limites. En fait, vu qu'il y a plein de types de programmation, ça prouve en fait qu'il y a plein de réponses à des besoins. Et ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est bonne ou mauvaise. Dans certaines parties de développement de jeux vidéo, il ne faut même pas faire de code propre, orienté vraiment qualité à 100%. On va y perdre en performance, niveau régénération du code en fait binaire derrière. Voilà, tout ça c'est à savoir pondérer, c'est l'expérience qui arrive et c'est aussi les erreurs qui vont faire que ça va nous apprendre. Mais, quand même, je tiens à rappeler un grand principe qui est le principe solide. S-O-L-I-D. Hein, passer d'un code stupide à un code solide. Le S, je tiens à le rappeler, c'est SRP, Single Responsibility Principle, le principe de responsabilité unique. Ça amène des notions comme faire des fonctions pures, en fait. Des fonctions pures qui renvoient qu'une seule chose et qu'une seule information, pardon. Et qu'on va pouvoir mémoriser par la suite. React s'appuie là-dessus. Ça va permettre aussi de créer des composants qui sont orientés vraiment but et vraiment faire un point et répondre à une demande, à un tableau, l'affichage d'un tableau, la pagination c'est autre chose, etc. Ça va permettre en fait de créer des classes qui sont vraiment spécifiques et qui sont uniques. Ça c'est hyper important. Et ça, est-ce qu'on y pense tout le temps? Non, c'est hyper difficile en fait à appliquer ce SRP, le pattern expert derrière. Celui qui sait, c'est celui qui fait. Combien de codes on peut voir qui sont dans cette erreur-là? Et puis, moi y compris, c'est pas ce qui est le plus simple. On n'a pas toujours le temps. Donc c'est un équilibre entre, voilà, vous avez compris, vous savez ça. Un autre point, en fait, je vais parler du haut, donc c'est ouvert à l'ajout et fermé la modification. Ça amène le code fonctionnel. C'est pas toujours des bonnes choses, mais c'est des bons principes dans la pensée, dans la façon de penser. En fait, qu'est-ce que j'accepte de modification et qu'est-ce que j'accepte d'ajout. Et donc là, on va essayer d'éviter d'avoir trop de mutables dans nos composants, dans nos classes, etc. pour éviter, par exemple, d'avoir des properties sur tous nos champs. Ce qui est une erreur, ça c'est quand on apprend la programmation objet, par exemple. Le L, le principe de Liskov, ça c'est un grand principe qui montre qu'en fait la plupart des personnes ne savent pas faire la programmation orientée objet comme il le faut. C'est le principe de substitution. Vous irez voir ce que cette chercheuse a pu nous amener sur cette notion. Un animal, un gorille, si le gorille peut se substituer à un animal, on peut prendre l'animal comme notion en fait de base. Normalement, on ne doit pas modifier la fonction enfante si on pète tout le fonctionnel. Voilà. Il y a plein de principes qui sont importants là-dessus à connaître. Le I, vous le savez peut-être, c'est mieux vaut plein de petites interfaces qu'une très grosse. Ça va éviter en fait d'avoir du code mort dans certaines classes qui vont implémenter toute une interface alors qu'il y en a que peut-être 10% qui nous intéressent dans l'interface. Oui, mais si l'interface était plus petite, ça serait peut-être plus intéressant, je pense. Voilà. Et enfin, le D c'est injection dépendance. Je tiens à le rappeler parce qu'en fait, ça guide énormément de façon de penser. Derrière, c'est le pattern IOC, Inverse of Concern. Ça veut dire quoi, en gros? Qu'on inverse les responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un code qui a tendance à changer, qu'est-ce que je fais? Je vais l'extraire de ma classe et c'est donc une autre classe qui va le faire. Ça va amener les patterns state, les patterns donc autour du contexte, ça va amener tout ce qui va être les stratégies, les factories, etc. Les bridges, toutes ces notions de design pattern. Ces notions-là, en fait, qu'on va appliquer selon une problématique donnée. J'entends les design patterns. Et ça, on l'oublie souvent, en fait. On l'oublie souvent. C'est pas parce que je sais ça que je vais l'appliquer. Attention, je jette pas encore une fois des pierres sur mes collègues. Je vous jette pas de pierres. Moi aussi, quand j'ai appris, j'ai fait aussi cette erreur de l'appliquer des fois parce que je trouvais ça sympa. Ça, c'est la courbe d'apprentissage qui est normale. On va utiliser beaucoup et après, on va éliminer, en fait, ce qui est moins utilisé. Et c'est pour ça que c'est intéressant souvent d'être guidé aussi par des personnes qui ont un peu plus d'expérience pour aussi challenger si c'est intéressant ou pas, et si des fois au contraire, on pourrait l'enlever ou au contraire rajouter un design pattern. Voilà, et des fois on fait des design patterns sans le savoir. Mais c'est bien de les connaître en fait. Ce sont des outils en fait à utiliser. Et puis, ce principe de IEC, ça guide quand même un développement de programmation orientée objet. C'est-à-dire que dans une classe, si j'ai besoin d'un vélo, je ne vais pas faire un new vélo dans ma classe. Non, en tant qu'humain, par exemple. Non, je vais le passer avec une factory qui va me fournir le vélo. Et donc, le vélo va être instancié à l'extérieur. Ça me permet de changer de type vélo. Et d'ailleurs, on va un peu plus loin. Au lieu de faire un système de vélo, on va parler d'un moyen de déplacement. Et hop, on switch de paradigme. Et ça y est, on commence à avoir un code qui change.
Dernièrement, encore en formation, je présentais cette notion à travers du développement par fonction. Et oui, on peut le faire aussi par fonction. À savoir en fait que par exemple, si j'ai un système qui calcule, par exemple, je sais pas, moi une TVA et cette TVA peut changer, le système de calcul, eh bien je vais pas la laisser dans mon code, même dans une fonction. Non, je vais faire un callback qui me calcule ça. Et donc à l'exécution de ma fonction, eh bien, je pourrais passer un callback n'importe lequel, tout en créant une signature, un délégué, vraiment ce principe de délégué, de signature de méthode, qui va me permettre de cadrer ce que je renvoie et ce que je passe comme paramètre. Tous ces principes-là, en fait, sont des principes simples à mettre en place. Je ne parle pas de très gros design patterns. Je ne parle pas de grands changements, de paradigme comme les observables ou autres. Non, je parle vraiment de principes simples et vraiment essentiels pour moi à mettre en place. Et à partir de là, ça va guider notre développement. Si on prend le principe de faible couplage, pas faire l'escargot, les deux escargots qui s'accoupent, si vous voyez ce que je veux dire. Si on part du principe que on va appliquer le principe de inverse of concern, autant du côté fonction que programmation objet. Si on parle de substitution, qui est hyper important, et enfin si on parle de petites fonctions, eh bien on va arriver à des choses, et les fonctions pures, qui vont nous amener une qualité de code qui est inhérente au développement en fait. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. Et ne pas répéter son code. Attention, pas tout le temps, mais ça va arriver. Et donc, on va petit à petit construire son code grâce à juste ces simples principes. Il y en a encore plein d'autres, mais ça sert à rien de noyer dans la masse de tout ce qu'il y a à voir. Sinon, en fait, on peut être complètement pétrifié de ce qu'il va avoir fait. Pas à pas, on avance, mais en gardant 3-4 principes, on va pouvoir guider notre développement pour aller vers un développement de meilleure qualité et en fait toujours avancer pour que cette IA qui va reprendre notre code va peut-être apprendre ou l'inverse, en fait on va peut-être lui apprendre ou peut-être pas, puis en fait on va garder cette légitime ce légitime savoir pour en fait être capable d'apporter notre savoir-faire et notre expérience et ce côté humain créatif tout en amenant de l'artisanat. Et moi, je crois vraiment que c'est ce chemin-là qu'on doit avoir et qu'on doit guider. Si c'est juste pour faire du copier-coller de code de l'IA, personnellement, moi, c'est pas ce que j'ai envie. Du pissage de code, ça m'intéresse pas et ça n'a jamais été là où j'ai trouvé ma force, ma plus-value. Voilà, c'est mon point de vue, je voulais en discuter avec vous. Au plaisir d'échanger là-dessus, sur le Discord de la Curiosity Academy, à travers YouTube, puisque ça va être publié aussi sur YouTube. Bref, au plaisir d'échanger. Et d'ici là, codez bien. Au plaisir d'échanger sur ça autant sur du C#, sur du TypeScript, sur du JavaScript ou à travers d'autres langages. Ciao, codez bien.